Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la ministre du Travail du gouvernement d'Édouard Philippe. Nous sommes ici ensemble pour un grand angle inhabituel, réalisé au campus des services de l'automobile et des deux roues à Guyancourt dans les Yvelines. C'est la rentrée aussi pour les jeunes en formation, en apprentissage. Avant de parler avec vous de l'emploi en France, de la lutte contre le chômage ou du ralentissement de la croissance, à quoi va servir ce nouveau centre, ce nouveau campus de l'automobile à Guyancourt ? Je crois que ce campus illustre parfaitement ce que dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a été promulguée par le président de la République hier, nous souhaitons pour le développement de l'apprentissage. Un campus, c'est un endroit où des jeunes en apprentissage, du CAP à l'ingénieur, peuvent se projeter, définir leur avenir. C'est aussi un endroit où se croisent les partenaires professionnels et les formateurs. C'est un lieu d'innovation technologique, c'est un lieu d'innovation pédagogique et c'est une formidable avancée sur la bataille des compétences mondiales, parce qu'ici, on fait monter tout le monde en compétences, formation continue, apprentis, personnes en insertion. Et c'est le sens de ce campus que je suis venue saluer dans le cadre de la rentrée de l'apprentissage, où cette semaine, je visite 9 CFA. 9 centres de formation d'apprentis. Voilà. Alors ces filières d'apprentissage ou de formation en alternance, elles restent en général assez dévalorisées en France. Pourquoi ? Alors, pendant des décennies, on a beaucoup dévalorisé l'apprentissage en France. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y avait une raison qui était un peu... on pensait que la tête et la main, comme on disait, n'allaient pas ensemble, comme si la main se guidait toute seule et la tête était passée à l'action toute seule. Je crois qu'on est en train d'évoluer en termes de mentalité et c'est l'objet précisément de la loi que nous avons proposée, que j'ai eu l'honneur de défendre et de faire voter. C'est justement de déverrouiller tout ce qui empêchait le développement de l'apprentissage pour vraiment que du CAP à l'ingénieur, ça soit une voie de passion, une voie d'excellence, une voie de promotion sociale, pour certains une voie d'insertion. Et je crois qu'on est en train d'amorcer ce changement culturel. J'en veux pour preuve que là, par exemple, pour la première fois, en sortant de troisième, il y a plus 45% de demandes pour aller en apprentissage. Ça n'est jamais arrivé. On a énormément de demandes aussi au niveau BTS, DUT, donc Bac+2, et ingénieur et master. Donc je pense qu'il y a un état d'esprit qui a commencé à changer et la loi est un accélérateur pour ce changement culturel puisqu'elle déverrouille tous les freins actuels. Changer les mentalités, en fait, c'est une sorte de fil rouge de la politique que vous menez au gouvernement ? C'est un changement. Ce changement des mentalités culturelles est indispensable parce que pour rénover notre modèle social, pour qu'il corresponde aux défis du XXIe siècle, en s'appuyant sur les valeurs évidemment beaucoup plus anciennes, pour cela, on a besoin aussi de changer de regard, de changer d'approche, de changer d'ambition. Dans le Code du travail, les ordonnances que j'ai portées précédemment, oui, on a une révolution du Code du travail, pas simplement du droit, mais aussi de la mentalité, puisqu'on permet à un chef d'entreprise, avec ses syndicats de salariés ou avec son personnel, très directement sur le terrain, de négocier énormément de sujets. C'est-à-dire qu'on a décentralisé et on fait confiance aux acteurs de terrain. Et là, on fait confiance à tous les jeunes en matière d'apprentissage, aux salariés en termes de formation continue, pour que vraiment chacun puisse développer son potentiel. J'ai 40 ans d'expérience professionnelle, donc beaucoup dans les ressources humaines, et je suis convaincue par cette expérience que lorsqu'on donne à chacun les conditions qui lui permettent de se développer, eh bien, on ne connaît pas la limite et ça va très loin. Et c'est un besoin pour chacun, parce que la compétence est la meilleure protection contre le chômage, mais c'est aussi un besoin pour la société, pour les entreprises. Et le changement culturel va continuer, puisqu'on va, dans les prochaines réformes, continuer à faire évoluer ces mentalités. Au cœur de ce changement de mentalité, il y a de remettre ou de mettre le travail, l'éducation, la formation au cœur du projet de société. En matière d'apprentissage, on peut dire que l'artisanat aussi est essentiel. L'artisanat, aujourd'hui, c'est plus de 30% des apprentis déjà. Et l'artisanat a déclaré que grâce à cette loi, il pourrait avoir 40 000 apprentis de plus. Le Conseil national de l'industrie va aussi faire plus 40% d'apprentis. Enfin, de nombreux secteurs déjà disent, mais grâce à ce qui est dans la loi, on va pouvoir se développer. Donc ça me donne très confiance. Alors il y a un pays en Europe où l'apprentissage marche très bien. C'est un pays que vous connaissez. Vous avez été visité d'ailleurs l'année dernière, je pense. C'est la Suisse. 40% des entreprises suisses embauchent des apprentis. Le chômage des jeunes est au moins 3 fois moins important en Suisse qu'en France. Pourquoi la Suisse y arrive et pas la France ? Alors, tous les pays en Europe qui n'ont pas de chômage de masse des jeunes, alors qu'en France, on a un taux de chômage des jeunes de 18%, ce qui est absolument dramatique pour eux, mais aussi pour l'économie et la société.
Tous ces pays-là, ils ont un apprentissage beaucoup plus développé que la France. C'est pour ça que j'avais emmené les partenaires sociaux et les représentants des régions, les présidents de régions, voir la Suisse. Ouais. On parle beaucoup du modèle allemand, mais le modèle suisse est très intéressant. C'est vrai aussi au Danemark. Au Danemark, je crois que c'est 40% des jeunes qui vont en apprentissage. En Autriche, on est dans des ordres de grandeur similaires. Et donc, notre ambition, c'est effectivement de faire en sorte que l'apprentissage ne soit plus une exception en France. Aujourd'hui, c'est 7% des jeunes seulement, mais que ça soit une des deux voies avec l'enseignement scolaire qui permettent de s'épanouir dans les études puis professionnellement et avec des passerelles de l'un à l'autre sur les campus, des passerelles qu'avec Jean-Michel Blanquer, mon collègue de l'Éducation nationale, nous allons organiser. L'Éducation nationale et les entreprises, il faut aussi adapter l'apprentissage aux besoins des entreprises. Alors, aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Ce qui est intéressant, c'est que l'apprentissage aujourd'hui, ce n'est plus simplement l'adaptation au poste de travail, non, c'est bien au-delà. C'est la préparation au métier d'aujourd'hui et de demain, et on le voit très bien sur ce campus où on travaille par exemple en matière de véhicules ou de cycles, on travaille sur toute la gamme, du diesel à l'essence, à l'électrique, à l'hydrogène. On voit bien qu'on est en même temps en anticipation et en préparation des transformations à venir, écologiques ou numériques. Alors vous êtes ministre du Travail, bien sûr. Le chômage, on le sait, reste élevé en France, environ 9%. Pourquoi le chômage recule moins vite en France que dans les autres pays, dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne ? Alors, on a un taux de chômage qui est très élevé compte tenu du niveau de richesse du pays. Et on s'est peut-être un peu résigné de force à avoir un taux de chômage très élevé. Il a commencé à baisser puisqu'il y a un an, on était à 9,7% de taux de chômage. On a 9,1%, mais ça reste extrêmement élevé comme vous l'avez dit. Et pour ça, on a 4 leviers. Enfin, on a d'abord les leviers d'incitation économique, d'investissement, de fiscalité, mais dans le champ du travail, on a 4 leviers. Le premier, c'était libérer les énergies des entreprises en modifiant le code du travail sur de nombreux points. Vous l'avez fait. Et ça, tous les jours, je rencontre et je vais beaucoup sur le terrain des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, ce sont celles qui embauchent, les petites et les moyennes entreprises, qui embauchent le plus, qui disent ça y est, on n'a plus peur d'embaucher. Et donc ça, je pense qu'on a fait un pas en avant. Maintenant, on a le sujet des compétences. Parce qu'on a eu un chômage de masse longtemps, parce qu'on sous-investit en France par rapport à d'autres pays dans la formation des ouvriers, des employés, des salariés des petites et moyennes entreprises, qui ont 2 fois moins de chances de se former que les autres salariés. Pour toutes ces raisons-là, on a un déficit de compétences et aujourd'hui, de très nombreuses entreprises ne trouvent pas les compétences sur le marché du travail. C'est pour ça qu'on va aussi co-construire ces compétences à travers l'apprentissage et puis aussi développer le compte personnel de formation. Le troisième levier, c'est l'inclusion des plus vulnérables. Par exemple, il y a 500 000 personnes en situation de handicap à Pôle emploi, mais elles ont des choses à apporter. Elles veulent apporter à l'entreprise et au monde du travail. Donc là aussi, il faut avoir des mesures en termes d'insertion sociale ou d'insertion par rapport au handicap. Et le quatrième levier, c'est des règles d'assurance chômage et c'est le nouveau chantier que nous ouvrons avec les partenaires sociaux parce qu'il faut que les règles de l'assurance chômage soient incitatives au retour à l'emploi et aussi qu'elles encouragent à l'emploi durable. Donc ça, c'est le chantier qui s'ouvre désormais avec celui de la santé au travail. Est-ce que dans ce chantier entre aussi l'idée que les allocations de chômage sont relativement trop élevées en France par rapport à d'autres pays ? Je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça. On a eu une période de crise longue et le fait qu'on ait un niveau d'indemnisation, une durée d'indemnisation qui est plutôt plus élevée qu'ailleurs, je pense que quand on était en période de crise, c'était au contraire plutôt, je pense, une bonne chose. Ça s'appelle aussi un système assurantiel et une certaine forme de solidarité. Alors, mais aujourd'hui, vous savez, il y a 200 règles aux assurances chômage. C'est donc très difficile de simplifier. Mais de façon générale, nous observons qu'il y a certaines règles qui n'incitent pas au retour à l'emploi. Vous ne pouvez pas demander à un demandeur d'emploi d'aller travailler s'il va gagner moins qu'en travaillant une semaine sur 2. C'est pas logique. Et de la même façon, il y a un certain nombre de règles qui ont encouragé certains employeurs à remettre en permanence des personnes en situation précaire au chômage, alors qu'ils avaient des besoins pour certains permanents. Donc on a du travail à faire, tant du côté patronal que syndicat de salariés, et c'est pour ça que nous leur proposons un diagnostic et une négociation sur le sujet. Alors vous êtes en pleine négociation, en discussion avec les syndicats. Pourquoi le dialogue social en France, il est si compliqué ? On parle souvent du modèle allemand de cogestion. Pourquoi on n'arrive pas à faire pareil en France ? Oui, je ne sais pas. Alors on n'a pas du tout la même forme de dialogue social. Je dirais d'abord, en France, on aime débattre.
Donc c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans la vie politique, c'est vrai dans la vie sociale syndicale. Donc je pense qu'on a un niveau de débat parfois intense et vif qui est extrêmement élevé. D'autant plus que les syndicats sont peu représentatifs, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 8% des salariés français qui sont syndiqués, mais quand même un peu plus de 50% qui votent aux élections professionnelles. Donc c'est très peu quand même. Le nombre de Français syndiqués, c'est... Mais je pense qu'une des raisons, c'est que c'est dans une entreprise, jusqu'aux ordonnances, il y a beaucoup de choses, on n'avait pas beaucoup de liberté de négocier dans l'entreprise. Donc si le salarié voit que les organisations syndicales n'ont pas le pouvoir de négocier, quel est l'intérêt de syndiquer? Donc je crois que ça, c'est une évolution. Mais je pense qu'on a un dialogue social qui a besoin d'aller effectivement vers un dialogue plus de co-construction. De compromis plutôt que de clash. Alors le mot compromis en France, il résonne mal, mais en vrai, il veut dire qu'on se met d'accord pour quelque chose où tout le monde a un intérêt. C'est ça que ça veut dire. Donc bien sûr, certaines organisations syndicales n'ont pas envie de s'inscrire dans cette démarche. Au niveau national, vous savez, 80% des accords d'entreprise sont quand même signés par tous les syndicats. Donc je crois que les ordonnances, le renforcement du dialogue social, c'est ça, c'est de prendre le pari qu'on peut aller plus loin dans un dialogue social et économique constructif. Il nous reste très peu de temps. Une question sur l'actualité des sondages. Les sondages d'opinion sont assez mauvais en ce moment pour le président Macron. Comment vous expliquez cette forme de désaveu de l'opinion ? Alors d'abord, je disais que le gouvernement ne gouvernait pas par les sondages, ni quand ils étaient bons, ni quand ils sont moins bons. Je pense qu'il y a une phase difficile dans le cycle d'un quinquennat, c'est que le président Emmanuel Macron, le président de la République, a été élu sur un agenda de réformes qui sont nécessaires pour redresser le pays et redonner un espoir à chacun. Ça passe par des réformes profondes dans de nombreux sujets, et on peut espérer une réforme, la vouloir et en même temps la craindre. Donc on a une phase qui est plus difficile sur ce plan-là, mais je dirais on est un peu comme un équipage sur un bateau, on ne perd pas le cap, mais on tient compte quand même des courants, des vents et des marées. Merci Muriel Pénicaud, merci beaucoup. Merci.